en tant que président de cette belle association CELSA Sorbonne Université. Je vais vous donner quelques éléments aussi de programme. Voilà, on n'est pas en vacances ce soir, donc on a encore plein d'événements sympas à vivre ensemble. Je remercie vraiment Publicis de nous accueillir. Publicis nous accueille pour ses CELSA&Co pour toute l'année. Donc, on verra si ça se poursuit en 2023. On commence à prendre nos aises. On est place des Génies. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors, c'est pas Publicis qui a inventé ce mot, c'était dans le cadastre. Elle s'appelait vraiment Place des Génies. Donc, c'est pas un truc de non-humilité de Publicis d'avoir appelé cette salle la Place des Génies. Je vais vous donner quelques dates intéressantes. Et puis, je rappelle qu'on s'appelle CELSA Sorbonne Université. Donc, vous allez voir, de plus en plus se développe le réseau des alumni Sorbonne Université, dans lequel vous êtes de droit, enfin vous êtes immédiatement, vous en êtes, d'accord. C'est gratuit aussi, comme nous. On est les deux seules associations, je pense, d'alumni gratuites de France, du monde peut-être. Donc, on a accès à des super événements qui sont en train de monter, ça monte en puissance, et plus ça monte, plus c'est top. Donc, le 31 mai, il y a un événement qui s'appelle Communication dans les sciences et la culture, très intéressante. En plus, on a une alumna CELSA qui va être speaker dans cette instance. C'est Manon Carré, peut-être certains la connaissent, c'est la créatrice de Ask Mona, la start-up voilà, top 30 Forbes, machin, etc., qui a inventé une sorte d'IA et de bot pour aider à la médiation culturelle. Donc, très, très intéressant. On a le 14 juin, vous avez un atelier carrière, vous pouvez vous inscrire. C'est très orienté emploi, très, très pratique, hein, les ateliers carrière, c'est vraiment des choses opérationnelles. Là, c'est vraiment la réponse à une offre d'emploi, parce qu'autant il y a, on va dire, une offre sur deux dans notre univers qui ne passe pas par une offre d'emploi, hein, qui est en gris, quoi, qui est dans le réseau, d'où l'importance du réseau. Autant il y a quand même encore des offres d'emploi auxquelles il faut savoir répondre. Le 9 juin, alors là, c'est les docteurs, il y a un club des docteurs de Sorbonne Université qui font un super événement, alors là, qui est ouvert qu'aux diplômés, pas aux étudiants, et c'est sur la réindustrialisation de la France. Donc, vous voyez, les sujets ne manquent pas. Et enfin, ce sera mon dernier point, le 7 juillet, ce sera notre dernier CELSA&Co ici, sujet encore secret, mais on va le dévoiler bientôt. Donc 7 juillet, ici, même heure, même lieu, le 7 juillet. Un dernier point, mini point d'actu, notre école a un nouveau président du conseil d'administration, qui s'appelle David Lacomblède. Donc voilà, il est plus jeune que l'ancien président, il est beaucoup plus digital, il s'occupe de la Villa Numéris, il a un parcours chez Orange fort, il a lancé Wanadu, alors ça c'est pour les plus anciens, mais voilà, donc il a baigné dans le digital, il est presque natif digital d'une certaine manière, donc voilà, l'élection a eu lieu jeudi dernier, donc c'est tout frais, voilà, ça va impulser, je pense, une nouvelle dynamique aussi pour l'école, très sympa, etc. Je ne fais pas trop long. Merci beaucoup à vous. Merci à Marie aussi d'animer. C'est une tâche compliquée. Donc, vraiment, après, on aura un petit cocktail. Je remercie quand même vous savez, la sauce des alumni, c'est 100% du bénévolat. C'est 0 € de budget et 100% du bénévolat. Donc, autant vous dire qu'on est créatif. Donc, merci à tous ceux qui rendent possible cet événement. Delphine, ici présente. Henri, Svetlana, que j'ai vu aussi. Anne, Stéphanie, etc., etc. Si j'oublie les gens, désolé. Fabien, qui est là déjà au bar. Pour s'en occuper, pas pour voir. Donc, voilà. Et donc, sachez que si vous avez envie, on a toujours besoin de cerveau, de bras, d'intelligence pour faire fonctionner la sauce. C'est vivifiant, voilà, c'est prenant aussi un peu, mais chacun selon ses possibilités. Vous allez recevoir, la newsletter est partie hier, on en fait une par mois, elles sont de plus en plus riches, donc merci Anne aussi pour la newsletter. Vous verrez, il y a des petites lettres aussi de nos alumni de l'international qui nous font des petites analyses de leur pays. Donc, lisez-la, elle est assez dense. Et puis, vous verrez que c'est un petit sujet publicitaire, mais vous voyez que cette fois-ci, on vous propose un peu de crowdfunding au cas où voilà, vous auriez envie d'aider la sauce selon vos moyens. Voilà. C'est la première initiative de cette nature, donc on verra ce que ça donne. Je vous passe la main. Merci. Bonne conférence. Merci. Bonsoir à tous.
Donc, merci d'être présent ce soir. On s'est dit qu'on allait essayer de maintenir l'attention malgré vos positions semi-allongées et la chaleur ambiante. On va tâcher de vous maintenir éveillés. Avant de commencer, donc, je précise qu'il y a eu un sondage Twitter qui a été publié cet après-midi. C'est sur le compte Celsa Alumni. Donc, n'hésitez pas à répondre. Il y a 3 petites questions simples et on vous donnera les résultats et on les commentera en fin de séance. Ce vaste sujet, l'entreprise nouvelle génération, donc quelle bonne pratique pour les managers. On ne le dira jamais assez, donc les entreprises et leur organisation n'ont jamais été autant bouleversées qu'au cours des 2 dernières années. Et les nerfs des professionnels RH ont été mis à rude épreuve. C'est ce qu'on va voir, on va tâcher d'illustrer pendant cette table ronde. On a la chance d'avoir ce soir donc un panel de professionnels riches et diversifiés, donc qui promet de beaux retours d'expérience. Pour planter un peu le décor, on va présenter déjà les speakers qui sont autour de moi. Je vous laisse vous présenter, je trouve que c'est toujours plus parlant. Je commence ? Allez, on commence par la gauche. Donc, Romain Gaillac, moi je suis principal, chef de projet senior au Boston Consulting Group, qui est un cabinet de conseil international, et je suis spécialisé sur les sujets people et organisation. Et j'ai eu la chance de coordonner l'étude ANDRH BCG sur le futur du travail et l'hybride avec Laurence, que je vais laisser se présenter tout de suite. Enchanté à tous et à toutes. Bonsoir à tous, Laurence Breton-Puigny. Donc, moi, je suis vice-présidente de la NDRH et dans la vie DRH du groupe AFNOR, nous aussi, on est tous bénévoles. Bonsoir à tous, donc Jean-François Pecker de OVH Cloud. Donc on est 2700 collaborateurs aujourd'hui dans le monde entier et j'occupe une fonction de directeur du développement social, ce qui consiste à gérer les représentants du personnel au quotidien, mais également à prospecter, donc réfléchir à l'avenir et mettre en place des dispositifs orientés sur la qualité de vie qui fassent en sorte qu'on puisse avoir des collaborateurs engagés et qui puissent retrouver dans nos dispositifs un sens à une action par rapport à leurs engagements, également à titre individuel en termes de RSE. Bonsoir à tous, je suis absolument ravi d'être là. Je suis Kevin Bouchareb, j'ai la chance de travailler depuis 1 an pour le groupe Ubisoft. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Assassin's Creed, Just Dance, Rayman, donc un beau groupe français sur le secteur du jeu vidéo. Et j'ai la chance encore plus forte d'avoir ce super titre, et je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, je vais se faire un petit spoiler pour l'instant, de directeur du Future of Work. Et donc, je m'amuse en fait à définir ça et à déployer ce qu'on met derrière. Mais je vais faire juste un petit peu de teasing, on en reparlera juste après, j'imagine. Et donc, Laura Tenenbaum, moi je travaille dans un cabinet qui s'appelle Alta Vista Conseil, que vous ne connaissez pas parce qu'il est tout petit. Je l'ai créé il y a 1 an et demi. Donc forcément, il n'est pas encore très célèbre, mais un jour, on en parlera comme du PCG, bien sûr. Et j'interviens en tant que consultante et en tant que formatrice dans des entreprises de taille extrêmement variée, de secteurs extrêmement variés. Et je suis aussi ravie et très honorée d'être avec vous ce soir. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec les principaux enseignements de l'étude sur le futur du travail menée par le BCG. Romain, vous pouvez nous donner les principaux enseignements. Menés par le BCG et la NDRH. Et la NDRH. En fait, c'est nous qui répondons aux questions. Voilà, donc déjà, peut-être pour remettre le décor, donc cette enquête, elle a été adressée à des DRH et des RH français. Donc, c'est à peu près 600 répondants, donc d'entreprises de toute taille, des grandes, des petites, des moyennes, de toutes les industries. Je pense que si on devait sortir les 3 grands enseignements, pour moi, le premier, c'est l'hybride. Et là, il est là pour rester. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, l'attente, elle est autour de 2 jours de télétravail par semaine. Je pense que le deuxième grand enseignement qu'on a sorti de l'étude cette année, qui était plutôt une nouveauté par rapport à l'an dernier, c'est la pression que les managers ont ressentie du fait de cette mise en place de l'hybride, dans le fait que leur rôle a été bouleversé et que les professionnels de la RH les identifient comme les personnes à le plus accompagner, parce que 70% des répondants affirment que c'est leur rôle à plus accompagner. Après, il y a eu plein d'autres choses sur les nouvelles attentes, le où, le quand, mais peut-être que je vais laisser Laurence aussi en dire un mot avant de revenir peut-être plus dans le détail dans les chiffres. Oui, alors ce qui était intéressant pour nous, c'est de voir la pérennité. Finalement, le télétravail, l'idéal, on va dire pour nous, c'est 2 jours par semaine. On l'avait déjà dit en 2020.
quand on avait fait la précédente étude. Une autre chose, c'était le fait de dire que tout télétravail, en fait, ce n'est pas ce que l'on voit, c'est-à-dire c'est moins de 1%. Donc, et ça nous correspond bien parce que nous, on sait que derrière le full télétravail, alors je sais bien que les personnes dans l'IT qui représentent une minorité voilà, de métiers trouvent ça important, et ils ont l'habitude et ça peut donner de certains challenges. Mais pour nous, c'est la porte ouverte aux délocalisations de demain. Faut quand même être clair. Pourquoi payer quelqu'un avec un salaire français pour une autre personne qui ferait la même chose aussi bien? Parce qu'il faut savoir qu'on peut le faire aussi bien. Et vous avez déjà de grandes entreprises françaises qui ont déjà délocalisé ailleurs. Donc, voilà. Donc, ça, c'était aussi un enseignement qui était important. Et pour reprendre ce que disait Romain, c'est vrai que le succès d'une organisation repose vraiment sur ses managers. Et d'ailleurs, on l'a tous dit à 70%. Le manager est vraiment une clé de voûte. Et en même temps, c'est celui qui a vu son métier le plus fortement transformé. Et d'ailleurs, on le voit bien, pendant cette crise, on a fait énormément de formations au management à distance, parce que ce n'était pas évident, avec un volet RPS également, à la fois pour que la personne se protège et puis protège son environnement. Donc, il est un petit peu la clé de voûte et on est tous d'accord. D'autant que le manager de demain doit être empathique et bienveillant. Ça veut dire, si on va dans l'étude, c'est assez intéressant, on voit tout de même qu'il y a de la délégation et du contrôle. Ce n'est pas open bar, comme on peut dire, mais il doit faire preuve également d'un certain comportement, et on le verra aussi par rapport aux nouvelles attentes des candidats. Donc voilà. Et puis bien sûr, parce que c'est une enquête pour la fonction RH, on voit bien que la fonction RH a été mise en avant pendant cette crise, mais moi j'irais au-delà de la fonction RH, c'est l'importance qui est retournée à l'humain. On avait tendance à penser que finance first, IT first, et on s'est rendu compte que finalement, sans les femmes et les hommes des organisations, ça ne fonctionnait pas. Et puis bien entendu, c'était nous qui étions derrière. Alors derrière, c'est vraiment été très dur pour nous en termes de charge de travail. Moi, je trouve que moi, je suis aussi une spécialiste de la continuité d'activité. Donc, j'avais déjà un plan, un PCA pandémie grippale depuis 2009, un sujet que j'affectionne. Donc, j'étais quand même mieux préparée. Mais pour autant, ça a été une lourde charge pour nous, parce qu'on devait à la fois s'occuper de tout, s'occuper de nos équipes. Et on n'a jamais vu un aussi bon tandem DG-DRH. Donc, en fait, pour ceux de nos collègues qui n'ont pas la chance, comme moi je l'ai, je fais partie du COMEX, donc je dépends du directeur général du groupe, c'est vrai qu'ils ont été mis en avant au travers de cette crise avec cette volonté, on l'a bien vu dans l'étude, de pouvoir continuer. Parce que, si vous voulez, on entend parfois, alors je sais bien que vous avez peut-être des fonctions différentes les uns des autres, mais ce n'est pas la fonction qui fait la personne, mais quand même, en fonction du positionnement d'un poste, ça découle beaucoup d'autonomie et d'autorité de ce poste. Donc voilà, c'est important aussi de s'en rappeler. Au niveau des autres enseignements, Romain, vous voulez ajouter deux, trois choses? Peut-être sur les évolutions entre 2020 et 2022. Donc, comme le disait Laurence, la première évolution, c'est qu'on est resté autour de 2 jours. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, il y a une certaine stabilité. Par contre, là où il y a une grande augmentation, c'est on a 39% des répondants qui ont affirmé que plus de la moitié de leurs collaborateurs télétravaillent. Ça, c'est une augmentation de 8 points par rapport à 2020. Donc, en fait, quand on a fait l'enquête en 2020, c'était pile après le Covid. Donc, c'était je sors de la crise, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'était 1 an et demi, 2 ans. Et en fait, on a vu que ça a augmenté de façon assez significative. On a aussi, en termes d'écart, 40% des répondants qui ont ouvert, qui vont ouvrir de nouveaux postes. En fait, je pense que c'est l'un des enseignements les plus importants de l'étude, c'est que l'augmentation du télétravail, elle ne passe pas par l'augmentation du nombre de jours, mais par le nombre de personnes concernées. En fait, au sein des entreprises, c'est plus simplement réservé à quelques cadres, c'est aussi réservé à… Ça doit être en fait ouvert à tout le monde, parce que ça peut… Alors, dans l'enquête, les DRH ne nous ont pas dit que ça crée aujourd'hui des tensions. Mais il y a une identification c'est un risque émergent de comment je m'assure de l'équité de traitement entre collaborateurs, entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui ne peuvent pas télétravailler. Je pense que celui-là, c'était un enseignement important. Après, on reviendra peut-être sur les nouvelles attentes, etc. Mais je vais peut-être laisser nos… Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, peut-être un point important sur la question du management des risques lié, comme le disait Romain, à ce risque d'inéquité entre les différents métiers. Et puis aussi, on l'a bien vu, les inégalités sociales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'impasse que nous n'avons pas tous le même environnement personnel. Et c'est la raison pour laquelle, moi, dans mon groupe, on a été réouvert dès le 18 mai, parce que des personnes ne peuvent pas télétravailler chez elles.
Je veux dire, elles sont en studio, elles sont deux, ou un couple, ou pas de couple, et elles se sentent mal. Donc, on a des responsabilités en tant qu'employeur. Là, c'était le premier point. Le deuxième point, et là, c'est un peu particulier quand on a parlé des inégalités femmes-hommes liées au télétravail. Vous avez vu nombreuses publications sur le sujet. Et là, c'est vrai qu'avec Romain, on pouvait être étonné, puisque 70% d'entre nous disent ne pas voir les inégalités qu'on a bien entendues. Combien de femmes nous ont dit, vous savez, c'était dur dans la cuisine avec les enfants pendant que mon mari était dans le séjour. Donc voilà, et on le sait, mais pourquoi on a répondu cela? C'est qu'aujourd'hui, dans les index égalité, on ne le voit pas, puisqu'on est vraiment sur des chiffres quantitatif et on ne le voit pas encore, mais on sait que ça existe et on l'a bien vu parce que moi, je rappelle toujours que ce que nous avons vécu, c'est du télétravail en mode dégradé. Ce n'est pas un vrai télétravail. Quand on fait des accords de télétravail, moi, je demande les modes de garde des enfants. On n'a jamais eu autant de places vacantes les uns et les autres dans les crèches d'entreprise. Ce n'est pas un mode de garde, le télétravail. C'est une organisation du travail différente. Donc voilà, et ça, c'est un point important, c'est-à-dire qu'on a bien vu, heureusement, l'importance du télétravail qui a permis de sauver nos entreprises, pas seulement l'activité partielle qui nous a été attribuée, mais en même temps, ça ne convient pas à tout le monde. Donc, il faut vraiment l'entourer. Donc, ce chiffre, je pense, pourra peut-être évoluer, parce que vous savez, parfois, les conséquences, elles se montrent au bout d'un certain temps. On le sent, ces inégalités, mais elles ne se voient pas encore au sein de nos organisations. Donc, voilà, c'était un chiffre vraiment qui était un peu particulier. Absolument. Et peut-être pour conclure, après, je laisserai la parole circuler. On a aussi posé des questions sur les nouvelles attentes, notamment des candidats, mais aussi des collaborateurs. Ce qui a été très important, c'est que la première question, c'est 78% des répondants estiment que les collaborateurs veulent avoir du choix sur où est-ce qu'ils travaillent. Donc, c'est le télétravail, je suis chez moi, je suis au bureau, je suis aussi ailleurs, ce n'est pas simplement bureau-maison. Il y a aussi une émergence de 46% des répondants qui expliquent que les collaborateurs demandent aussi à pouvoir travailler quand ils le souhaitent. Donc, ça pose une question aussi beaucoup plus compliquée en termes d'organisation du travail, de concordance, de synchrone, d'asynchrone. On voit aux États-Unis des entreprises qui veulent aller complètement vers ce qu'on appelle l'entreprise asynchrone. Plus personne ne s'appelle. Il y a des gens qui vous expliquent qu'ils ont un call par semaine et que tout se fait par email et par échange de chat. Donc, il y a des extrêmes aux États-Unis, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a tous les modèles qui sont possibles en Californie. Mais donc, du coup, on a ce modèle sur le quand est-ce que je travaille. Et après, moi, la chose que je trouve la plus émergente dans l'étude, c'est qu'on a 56% des répondants qui nous parlent de personnalisation. Donc, ce n'est pas simplement je suis pour que mon entreprise décide qu'on travaille de telle heure à telle heure et puis de telle heure à telle heure. C'est moi, personnellement, je décide de travailler de cette façon-là. Et donc, ça crée en fait une grande tension entre les règles de l'entreprise qui doivent être communes et le choix de l'individu. Et donc ça, je pense que des illustrations peut-être plus concrètes que simplement ces chiffres-là permettront de le montrer. Mais on a cette attente de personnalisation et on a 90% des répondants qui nous affirment qu'en effet, les attentes des candidats sont différentes d'avant et que si on ne propose pas d'hybride, en fait, on n'arrive pas à recruter. Ça, c'est 76% des répondants qui expliquent que c'est quasiment indispensable d'avoir des modalités d'hybride pour pouvoir recruter des talents. Alors, si on poursuit sur les grands bouleversements amenés par la pandémie, Laura, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que vous avez observé? Comment ça s'est passé au sein de votre cabinet? Alors, dans mon cabinet, il n'y a pas eu de changement fondamental puisqu'on est un cabinet avec, pour les personnes qui travaillent en tant que salariés, pas dans la même ville. Donc, on est habitué depuis toujours à travailler à distance avec évidemment des moments où on se rencontre, on se retrouve, on se parle pour de vrai. Donc, en interne, pour nous, pas de révolution et à la rigueur, presque du confort. Par contre, pour des entreprises où ce n'était pas déjà acté, où j'ai pu intervenir, il y a eu énormément de difficultés provoquées par ce changement. Je reviens sur la question du télétravail. Qui peut télétravailler et qui ne peut pas télétravailler? Alors, certes, à une époque, c'était plutôt pour des cadres. Ça s'est élargi, mais il y a encore des fonctions qui ne peuvent pas télétravailler. Par exemple, c'est l'exemple que je prends toujours, mais des personnes qui travaillent dans une usine qui produisent. Mon Dieu. Pardon, ça va? Désolée. Eh ben, elles peuvent pas télétravailler, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de solution. Et alors, quand on travaille dans une usine, au hasard d'industrie alimentaire, où il y a un accroissement de l'activité pendant la période de Covid, il n'est absolument pas question de mettre tout le monde au chômage partiel. Ça crée une tension parce que ça donne l'impression qu'il y a une population privilégiée dans l'entreprise.
Et ça, c'est générateur de beaucoup de tensions. Et évidemment, ça vient s'insérer sur des climats sociaux qui sont déjà préinstallés. Donc, ça rajoute une charge de travail pour les RH, encore une fois. Ça vient exacerber des choses qui sont déjà là. Et ça plaide, évidemment, pour qu'on prenne le problème à bras-le-corps et qu'on essaye de le résoudre et qu'on fasse énormément d'explications, j'allais dire de pédagogie, mais ce n'est pas la question. Les personnes comprennent très bien. Mais il y a des choses à les débloquer. En fait, finalement, le télétravail devient un prétexte pour remettre un sujet qui existait déjà sur la table. Il y avait autre chose sur quoi je voulais rebondir, mais je ne sais plus. C'était relatif à la dernière phrase. Homme-femme, les attentes, le recrutement. Non. Bon, ça reviendra. Ça revient. Ah, la personnalisation. La personnalisation, c'était ça, absolument. Je crois que c'est ça l'enjeu principal. En fait, je ne sais pas s'il y a vraiment des attentes extrêmement différentes en fonction de si on est jeune, moins jeune. Je ne sais pas si c'est que lié au Covid, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose qui s'est joué de l'ordre de « je veux qu'on reconnaisse que je suis une personne dans une entreprise et pas une ressource, juste une personne qui travaille, et que donc j'ai des contraintes qui me sont propres, j'ai un tempérament qui m'est propre, j'ai un caractère, j'ai des difficultés, et j'ai besoin que ça se soit reconnu, pris en compte et pris en charge. » Et donc là, ça passe du côté des managers qui se retrouvent face à des gens qui leur disent « non, mais en fait, je suis une personne, il serait temps de me traiter… » Je caricature, parce qu'évidemment, ce n'était pas à ce point radical avant. Mais donc, les managers se disent « ah, zut, c'est des personnes, bon, ok, qu'est-ce que je fais ?» Et là, ils se tournent parfois, pas toujours, vers les RH en disant « j'ai un problème ». Et donc, les RH se retrouvent avec une complexité terrible à prendre en charge. Il faut des règles communes parce qu'on est une entreprise, il faut qu'il y ait de l'égalité. En même temps, je ne peux pas, ça crée des tensions. Et en plus, j'ai des managers qui me disent « maintenant, je gère des gens qui ont des problèmes, mais qu'est-ce que je fais ?» Et ben, c'est un peu ça, pour moi, les bouleversements liés à la crise. Chez Ubisoft, comment ça s'est passé? Vous étiez, j'imagine, très, très préparé au travail hybride à distance, ou peut-être pas? Détrompez-vous. Une entreprise créative, par définition, ça mise sur ce fameux concept de sérendipité que vous connaissez tous et qui postule que si on passe du temps dans un même lieu tous ensemble, magiquement, il va se passer quelque chose de superbe parce qu'on était là. Et en fait, sincèrement, ça m'a beaucoup surpris. Moi, j'ai rejoint Ubisoft il y a 1 an, je ne m'attendais pas à ça. Moi aussi, un peu comme vous, je me suis dit, c'est une entreprise digital ready, ça va être facile. Quand on m'a dit, viens faire du futur work chez eux et mettre en place le télétravail, je me dis, franchement, ça devrait être plutôt simple. J'avais fait ça aidé en tout cas à le faire chez Accor juste avant. Pour le coup, le contexte, vous l'imaginez bien, était un petit peu plus conservateur. Et donc, je arrive là très tranquillement. Et en fait, c'était l'inverse total. C'était beaucoup plus facile d'en parler chez Accor que chez Ubisoft, précisément à cause des mythes et aussi des rituels qu'il y a autour de la créativité. Parce que la créativité, bizarrement, ça s'accommode assez mal de la liberté. Ça s'encadre beaucoup. Je sais que c'est très contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le double enjeu pour nous, c'était de manager une population IT, ou en tout cas tech, qui par nature est très attachée à sa liberté. Je souscris parfaitement à ce que vous avez dit sur la personnalisation. Les débats, par exemple, autour du temps de télétravail possible, se sont cristallisés non pas sur le temps en lui-même, mais sur le process. C'est-à-dire, je ne veux pas que mon employeur décide pour moi ce que je dois faire. C'est un peu ce que j'aime à vulgariser, le complexe de Dieu, et ça, c'est très remis en cause, notamment par mes étudiants, que je suis au CELSA ou ailleurs, ce complexe de Dieu qui dit, finalement, non, moi, employeur, je ne sais pas mieux que toi ce qui est mieux pour ta vie ou pour ton organisation du travail. Alors, je sais que ça peut choquer un petit peu certaines consciences qui se sont habituées à l'exercice unilatéral du pouvoir, on va dire, mais force est de constater que c'est ce paradigme-là qui est mis en question. Et on a vu que quand on arrivait à le déconstruire et que quand on déléguait la décision, non pas au niveau du COMEX, comme on l'a vu dans beaucoup de groupes, mais au niveau le plus proche du terrain, c'est-à-dire celui de l'équipe, et qu'on équipe le manager pour discuter avec les spécificités justement de son équipe. Je souscris aussi parfaitement à ce que tu as dit juste avant. On voit que les débats deviennent tout de suite plus intéressants parce qu'ils ne portent pas sur le temps, arbitrairement, qu'on doit venir passer au bureau. Et je fais une petite parenthèse un peu comique. Si c'est pour se dire qu'on doit venir passer 3 jours au bureau pour passer 1h30 dans les transports et ouvrir son ordinateur portable et faire littéralement la même chose que ce qu'on fait chez soi, mais en moins bien, en fait, on va tenir 6 mois et puis on va rester chez soi, très sincèrement. Si c'est juste pour le principe, ça ne marchera pas. Donc, on a décidé de prendre les choses un peu autrement. On a décidé de travailler sur ce que nous, on a appelé le Activity-Based Framework, c'est-à-dire la liste des activités selon laquelle on pense qu'elles sont plus efficaces quand elles sont faites ensemble, et la liste des activités dont on pense qu'elles sont plus efficaces lorsqu'elles sont faites
soit chez soi, soit ailleurs. Et c'est là où on a marqué quelques points. Alors, l'inconvénient de cette démarche, comme vous l'imaginez bien, c'est qu'elle a pris du temps. On a dégainé 8 mois plus tard que la plupart de nos concurrents, qui, je le rappelle, sont dans une industrie sanglante en termes de guerre des talents et qui ont annoncé tout azimut, full remote, semaine de 4 jours, absolument, congé choisi, carrière étendue, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, on a perdu effectivement du temps là-dessus, mais on voit que finalement, ce temps de concertation, aujourd'hui, il a été très utile parce que le sujet ne fait plus débat. On n'a quasiment plus personne qui vient nous demander du full remote parce que tout le monde a souscrit à ces règles communes parce qu'ils les ont co-définies. Donc, c'est notre petite fierté. En tout cas, chez Ubi, c'est là où je pense qu'on a été on a bien joué notre coup. Chez OVH, avec une large population tech aussi, comment ça s'est passé? Oui, alors du coup, effectivement, hein, dans les métiers de la tech, on est quand même vraiment atypique et je pense que ça ne reflète pas vraiment la réalité du quotidien de la majorité des Français. Il faut quand même le reconnaître. Donc, sur notre spécificité, nous, le télétravail, c'était marginal. On a fait une expérimentation en 2016. Pour les premiers tests, on était quand même assez réticents côté RH. On voulait bien essayer, mais quand même, on n'a pas les outils qui vont bien. On pense que ça va nuire à la relation individuelle et collective. Et on y est quand même allé et on a abouti en fait en 2018 sur un accord qui a pérennisé après avoir vécu l'expérience. On a vu que ça marchait, mais on avait des bases qui étaient plutôt limitées. Le télétravail chez OVH, 2018, on allait jusqu'à 2 jours par semaine. C'était forcément un rythme régulier à la semaine. Et on avait autorisé également un petit dispositif flexible pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle le home office, où à la demande, un collaborateur, sans avoir besoin d'une validation préalable de la RH, comme un congé finalement, il pouvait poser une journée pour rester chez lui. Ça l'arrangeait par exemple pour recevoir le plombier ou ce genre de choses. Et ça allait jusqu'à 20 jours par an. Ça, c'était le télétravail avant le Covid. Et en termes de population, ça couvrait, je dirais, à peu près 75% de nos collaborateurs. On était déjà assez large, mais on n'autorisait pas ça sur tous les métiers. Et par exemple, les populations qui habituellement doivent rester au bureau, comme par exemple les personnes en charge de la gestion du bureau, la population helpdesk, ce n'était pas accessible pour ces populations-là. Et puis, on a à peu près 15% de nos collaborateurs qui sont sur des métiers industriels purs et durs. Ce n'était pas ouvert non plus. Bon, du jour au lendemain, quand en mars 2019, on nous a annoncé qu'il y avait des petits chamboulements, que le Covid est arrivé. Donc 2015, je ne sais plus, le Covid, c'était quand? C'est des années qui ne comptent pas. Oh là là. Et donc, concrètement, en fait, on a dû constater qu'effectivement, du jour au lendemain, on a dû basculer toutes nos activités en tout télétravail. Et là, du coup, on a vécu, comme vous le disiez, hein, c'est un télétravail qui est dégradé. Où tout le monde effectivement vivait sur ce mode-là, mais on l'a plutôt bien vécu dans le sens où très vite on a pu basculer sur des dispositifs qui quand même fonctionnaient depuis 1 an et demi, 2 ans chez nous, et avec une habitude de travailler à distance. On a une trentaine de bureaux dans le monde entier, et donc beaucoup d'équipes qui avaient déjà l'habitude de travailler avec leurs collègues ailleurs, et avec aussi des différences de fuseaux horaires. Donc finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est que dès qu'on a constaté que le Covid allait changer fondamentalement, en fait, c'est un game changer. Enfin, je pense que c'était 3 mois après, donc c'était en juillet 2020. On a signé un accord qui pérennisait en fait l'avenir du télétravail chez OVH. Donc, on n'a vraiment pas attendu et notre accord, on l'a signé alors qu'on sortait juste de la première phase de confinement. Et on a tout de suite augmenté en fait les volumes de recours au télétravail. Donc, on est passé de 2 jours à 3 jours, voire 4 jours pour nos collaborateurs en télétravail par semaine. On a également ouvert la possibilité de faire du télétravail sur un pattern qui est le mois pour avoir un rythme qui est peut-être un petit peu plus souple que ce qu'on pouvait faire précédemment. On a étendu le home office à 40 jours par an, donc pour l'ensemble des collaborateurs, et on a élargi les populations qui étaient éligibles au télétravail. Donc, ce qui fait que, de fait, on est aujourd'hui sur 85% de nos collaborateurs qui ont accès au télétravail et qui ont recours massivement. Donc, la moyenne chez OVH, c'est effectivement sur cette population, on est sur du 3 jours par semaine de télétravail et le recours au home office est largement plébiscité pour sa souplesse et sa flexibilité. Là où je rebondis sur ce que vous disiez également, c'est que le point de vue RH est un peu frustré sur cette accessibilité au télétravail pour 85% des collaborateurs, mais les 15% restants, qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on leur propose? Et je pense qu'on va devoir également bouger sur cette dimension-là à moyen terme, peut-être même plus vite que ce que je pense, en travaillant avec les managers sur quelles sont, sur ces populations, peut-être certaines tâches ou certaines fonctions qui, peut-être sur une demi-journée par semaine, peut-être sur un temps limité, peuvent être réalisées en fait de chez soi et permettent d'obtenir également un avantage sur du télétravail réduit pour cette population-là. Parce qu'il y a ce sentiment d'inéquité qui commence à poindre et ça va nous exploser, je pense, au visage dans quelques mois si on n'y réagit pas. Au sein du groupe AFNOR, comment vous avez géré les choses? Comme je vous disais, moi, je suis très dans la continuité d'activité. Donc, on avait dès 2010 un accord de travail à distance avec toute une base, parce que je ne sais pas si on a qu'un centre spécialiste RH, mais vous savez que les personnes ne sont pas tenues de nous donner leurs informations confidentielles, comme leur numéro de téléphone, etc. Donc moi, dès le départ, pour entrer dans ce type d'accord, ce n'était pas énormément de jours, hein, c'était uniquement 12 jours à l'époque, il fallait en fait se déclarer sur un portail et donner tout. Quand je dis tout, c'est son numéro de téléphone était joignable. Comme on était dans la continuité d'activité, le numéro de téléphone à joindre en cas de problème, parce que vous ne savez pas, mais nous, ressources humaines, quand la personne n'est pas là et qu'on veut retrouver quelqu'un, voilà, c'est compliqué. Donc, elle était obligée de donner. Elle était obligée de donner la composition familiale, parce qu'en fait, en gestion de crise, tout peut arriver. Vous pouvez avoir une crue de Seine, vous pouvez avoir un problème de transport. Et en fait, il est important de pouvoir faire, parce qu'on est dans l'activité, hein, dans la continuité d'activité, donc faire des priorités de venue des personnes, etc. Donc, il faut avoir un maximum. Et puis, maintenant, ça paraît tellement suranné, mais à l'époque, quand même, il fallait avoir les ordinateurs qui marchaient bien, parce qu'on ne donnait pas des ordinateurs à tout le monde. C'est-à-dire, il y avait encore beaucoup de fixes. Maintenant, tout le monde a un ordinateur portable, hein. Ça paraît bizarre, mais en début de crise, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas d'ordinateur portable. Donc, comment travailler à distance? Donc, en fait, ils étaient obligés de déclarer les appareils qu'ils avaient. Donc, leur device, ils étaient obligés de déclarer où est-ce qu'ils avaient des fournisseurs d'accès. Et en contrepartie, même si les personnes pouvaient choisir 10 à 12 jours par an, dès l'instant qu'on avait des problèmes de grève des transports, hein, nous, le siège social, on est à Seine-Saint-Denis, plaine du Stade de France, le RERB nous a permis de nous exercer depuis de très nombreuses années. Hein. Donc voilà, les grands événements sportifs aussi, où on nous demande d'éviter d'être là pour prendre les transports. Donc tout ça, c'est en dehors. Donc les personnes s'inscrivaient et on faisait la liste des métiers non éligibles, comme vous dites. Donc là, on est en négociation, mais on est toujours en mode dégradé parce que on n'a pas voulu signer d'accord, même si on est encore à 2 jours aujourd'hui, parce que moi, je donne des règles très précises. Il n'y a pas que les métiers éligibles, il y a les comportements. Hein, nous, on est ressources humaines, hein, donc c'est sympa que ce soit nous qui rappellent au manager qu'une personne qui ne répond pas au téléphone pendant 2 jours, ce n'est pas normal, quoi. Donc, il y a quand même des règles à mettre pour que tout se passe bien. Donc voilà, aujourd'hui, il y a cette flexibilité. Mais pour revenir à ce que vous disiez, nous, c'est déjà prévu dans l'accord que nous construisons de permettre aux métiers non éligibles, qui sont peu nombreux, hein, mais je suis DRH et j'ai aussi l'ensemble de l'environnement de travail, donc forcément des métiers non éligibles, c'est de prévoir à minima 5 jours par an pour leur permettre soit de faire des formations, soit de faire certains bilans, justement pour éviter cette inéquité. Et puis aujourd'hui, on n'a pas encore signé avec le syndicat, mais il n'y aura pas de financement parce que finalement, c'est déjà perçu comme une inégalité par ceux qui ne peuvent pas. Donc aujourd'hui, vous voyez beaucoup de mes collègues qui font ce genre de choses, c'est-à-dire que sinon, il y a l'impression d'avoir une population privilégiée par rapport à une autre. Donc voilà, il faut prêter attention. En revanche, et j'espère que ce sera fait, moi, il faut avoir un environnement de travail. Je rappelle que toutes les déclarations que nous demandons, je déclare sur l'honneur, ça n'a aucune valeur juridique, comme vous le savez, d'avoir un environnement de travail qui convient. Aujourd'hui, notre problématique comme DRH, j'entendais Kevin tout à l'heure de dire qu'il y a des DRH qui sont contre le télétravail, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe de retardement juridique parce qu'aujourd'hui, en tant qu'employeur, nous sommes responsables d'un lieu que nous ne contrôlons pas. Aujourd'hui, j'ai déjà eu 2 accidents de travail. La personne est tombée dans son escalier. La déclaration, c'est de la chambre au bureau qui se trouve au rez-de-chaussée. Ça marche. Donc, en fait, si vous voulez, le fait de ne pas pouvoir maîtriser cet environnement de travail fait que nous avons une responsabilité engagée qui est lourde. Et je vous invite à écouter souvent Jean-Emmanuel Ray qui dit, et c'est d'ailleurs ce que nous portons au sein de la NDRH, nous voulons que le Code du travail évolue.
parce que sinon, ça peut nous coûter très cher. Et j'irai même au-delà, parce que vous savez, ça coûte cher quand une personne décède dans le cas d'un accident du travail. Imaginez que sa famille se retourne contre vous et vous dise, moi, je vous assure que c'est toujours judiciarisé maintenant, vous avez laissé faire mon père, mon frère, ma sœur, enfin bref, dans un environnement où vous ne saviez pas sécure, parce que même si on demande des attestations et autres. Donc voilà, donc on a besoin, et j'apprécie ce que vous faites Kevin par rapport aux activités, mais on a besoin d'un cadre juridique qui nous permette que quand la personne choisit d'être en télétravail, je n'ai plus ma responsabilité d'engager comme avant. Parce que sinon, il faut que je veille, parce que quand vous voyez dans l'entreprise, on le voit bien, tous les panneaux de sortie, la sécurité au sol, etc. Ce que je ne maîtrise pas dans un environnement personnel, comme je ne maîtrise pas les risques de santé mentale de l'isolement. Un petit point, l'absentéisme avait un peu baissé et là, vous revoyez l'absentéisme remonter, tout simplement parce que les problèmes de santé mentale sont beaucoup plus importants quand une personne est isolée. Et voilà, c'est important de prêter. Nous avons une responsabilité importante. Les problèmes de santé physique seront beaucoup moindres demain que les problèmes de santé mentale. Ils sont moins détectables, mais beaucoup plus graves, parce que quand la personne est atteinte, si vous ne la détectez pas suffisamment tôt, elle est perdue. Elle est perdue, pas simplement pour votre entreprise, mais pour elle et pour la société. Donc voilà, donc c'est tout ce cadre qu'il faut mettre. Il faut effectivement construire un futur du travail qui soit sécurisant, pas seulement pour la personne, mais aussi pour nous, les organisations. Alors, je compléterai également sur un enjeu juridique complémentaire. La liberté donnée aux collaborateurs pour choisir son lieu de travail pose parfois problème avec les frontières. Très souvent, pendant le contexte Covid, on a découvert a posteriori des collaborateurs qui travaillaient en Belgique, en Allemagne, parfois dans des lieux un petit peu plus exotiques, Costa Rica, etc. Et donc, en termes de couverture contre les accidents du travail, en termes de sécurité sociale, en termes d'imposition, ça n'a plus rien à voir. Et c'est des beaux petits enjeux. Enfin, bravo à tous les juristes qui vont avoir à appréhender ces dimensions-là dans les prochaines années, parce que le télétravail cause vraiment des questionnements importants sur le sujet. Juste avant de laisser, parce que je vois Kevin, juste pour vous dire que mon collègue qui est DRH, Jérémy Cointreau, il est confronté à cela avec les frontaliers. Il faut savoir que maintenant, la Suisse refuse effectivement le télétravail pour les Français, sinon ils n'auront pas eu les avantages fiscaux. Donc ça commence déjà. Alors, juste pour compléter, pour donner un exemple concret là-dessus, nous on y va. On a une population, donc vous l'imaginez bien, dans le jeu vidéo qui est très jeune. Dans certains studios, la moyenne d'âge de nos collaborateurs, c'est 28 ans. Et quand on peut leur faire la promesse de ce que nous, on appelle le work from anywhere, c'est-à-dire l'idée selon laquelle, pendant un certain temps, ils puissent travailler depuis un autre pays, soit en pluguant des vacances, par exemple, et ensuite en travaillant 1 ou 2 semaines en plus depuis ce même pays, ça devient tout de suite un beau moyen d'agrémenter, si j'ose dire, la proposition de valeur employée. Donc, on y travaille. Ça fait donc 1 an que j'ai rejoint Ubisoft, ça fait donc 1 an que je travaille là-dessus. Je n'ai toujours pas lancé ma politique parce que c'est un enfer réglementaire, mais littéralement. Et le seul moyen qu'on a eu de s'en sortir, et donc petit spoiler là aussi, on va le lancer dans 3 semaines très exactement, c'est de le faire au sein de l'Union européenne, dans une liste de pays, et pour les pays de l'Union européenne, en mode pilote, dans une liste de pays dont on sait que ça ne posera pas du tout de problème au niveau immigration, taxes, sécurité sociale, etc., etc. Et petit à petit, on va le faire. On a Publicis, pour le coup, et Airbnb qui ont souhaité se différencier via cet avantage tout récemment. Publicis avec leur programme Work the World, qui est juste génial, mais qui coûte 25 millions d'euros par an à lancer. Donc, c'est un moyen de se différencier sur le marché, mais il faut y mettre le coup. Et Airbnb, pour des raisons très vertement business, puisque eux souhaitent proposer 90 jours par an à leurs collaborateurs pour bosser depuis n'importe où. À votre avis, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils vont lancer une offre B2B derrière pour offrir exactement la même chose aux entreprises comme Ubisoft qui cherchent à proposer ça à leurs employés. Et donc, ça, ils ont tout intérêt à tester ça. Je ferme la parenthèse. On va sortir un petit peu des aspects purement organisationnels. Je me tourne vers vous, Laura, sur les aspirations. Vous disiez qu'il n'y avait pas forcément de nouvelles aspirations, de nouvelles attentes des jeunes générations et des plus anciennes. C'est le moment où je vais avoir l'air rétrograde, même si je ne suis pas très vieille. D'abord, en fait, pour moi, les jeunes, ça ne veut pas dire grand-chose. Je ne sais pas ce que c'est les jeunes. On ne m'a pas appris à définir les jeunes. Je ne sais pas quel est le point commun entre une personne qui a 20 ans,
qui est en voie d'être super diplômé, qui a des parents qui habitent à Paris, qui ont de l'argent, un jeune qui habite en Picardie, qui n'a pas le bac. Bon, c'est très caricatural mon propos, mais enfin bon, vous avez compris l'idée. Je ne suis pas sûre que ces deux personnes ont les mêmes aspirations et les mêmes attentes. Donc, je ne sais pas segmenter comme ça. Les personnes que je côtoie et qui me parlent le plus de leurs aspirations et qui sont jeunes, il y en a quelques-unes dans la salle. C'est plutôt des personnes qui, alors je ne connais pas leurs histoires familiales, etc., mais qui sont en passe ou qui ont été récemment diplômés. Et je crois qu'avec ça, on peut commencer à travailler un peu. Quelles sont leurs aspirations? C'est une énorme question. Je pense que si on leur pose la question, et je serais curieuse d'avoir leur réponse, on aura autant de réponses différentes que de personnes. Il y a des choses qui sont récurrentes. Il y a un intérêt accru, généralisé, pas pour tout le monde, mais enfin, qui touche beaucoup de personnes, de respect de l'environnement, respect politique RSE. Ce que je retrouve le plus, c'est, au-delà même de quelle est la vocation de l'entreprise, à quoi elle doit servir, c'est à quoi moi je sers dans cette entreprise. Ça, c'est quelque chose qui revient. Quel est mon impact? Qu'est-ce que je peux faire dedans? Qu'est-ce que je peux faire bouger? Quelle est mon utilité dans l'organisation? Ça, je l'entends, mais je ne l'entends pas que chez des jeunes. Je l'entends beaucoup chez des jeunes, mais pas que chez des jeunes. Donc, je ne saurais pas dire si ça leur appartient à eux. Moi qui ne suis pas si vieille, je pense que c'est ça qui m'a toujours intéressée. Qu'est-ce que je peux faire et comment est-ce que je peux faire bouger les choses? Et quand je me suis rendu compte que partout où j'essayais, je n'arrivais pas à faire bouger les choses, je me suis dit, bon, très bien, je m'installe chez moi, comme ça, je ferai bien ce que je voudrais. Voilà. Ça pour moi, c'est parlant. Et à part ça, je n'ai pas de grande certitude sur leurs attentes. Voilà. Chez Ubisoft, les nouvelles aspirations que vous avez pu observer, nouvelles demandes, nouvelles attentes? C'est difficile de parler après Laura parce que je pense qu'elle a fait preuve de beaucoup de sagesse dans sa réponse. Cela dit, je vois aussi quelques récurrences. Je vois un intérêt, encore une fois, accru autour des questions de flexibilité et qui reprennent bien, je trouve, les points que vous mentionniez dans le cadre de l'étude. Le choix sur où, le choix sur quand, je pense de manière presque encore plus forte. Nous, ça revient systématiquement de dire pourquoi je ne suis pas du matin, genre je ne viens pas. OK ? Par contre, juste fais en sorte que tes objectifs soient atteints. C'est un peu le contrat qu'on essaie de passer. Rien que de dire cette phrase-là, j'ai déjà eu de levées de boucliers de tous les côtés, de patrons qui ont l'habitude de prescrire le travail dans sa dimension temporelle et dans sa dimension spatiale. Vous dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu désorganises tout, puis comment on fait pour se voir, etc. Bon, vous imaginez les questions classiques que ça pose. Là aussi, c'est pareil, il faut qu'on essaye. Et encore une fois, l'aspiration, et la dernière, vous aviez parfaitement raison sur la personnalisation. Et je crois que c'est assez, pour le coup, comment dire, dans l'air du temps, à tout point de vue, que ce soit dans les usages médiatiques, dans les usages sociaux, c'est de dire, oui, je suis un individu qui est différent d'un autre individu, et donc je veux que l'entreprise se saisisse de mon individualité. Et moi, j'aime pas la lumière trop forte, j'aime pas qu'il y ait du bruit sur le plateau, je suis pas du matin et je suis vegan. Et puis, il y en a un autre qui va vous dire, bah, moi, au contraire, je suis très, très du matin, j'adore la viande, j'adore bosser dans le bruit. Et en fait, nous, on doit composer avec ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le rapport de force, je crois, est en train de s'inverser jusqu'à présent dans le lien bien classique de la subordination qui vient tout prescrire et dans lequel le candidat vient tenter de faire l'aumône, si j'ose dire, dans une certaine mesure pour avoir un emploi. On voit bien que dans un cadre de guerre des talents, en tout cas, je parle pour la tech, dans un cadre de guerre des talents extrêmement fort, c'est l'inverse. Donc, on fait quoi? On retravaille notre proposition de valeur employée et surtout, on accepte la personnalisation. Sans rentrer dans les caricatures, parce que j'ai voulu évidemment faire un petit peu de provocation là-dessus, vous l'imaginez bien, il y a quand même des réalités très positives sur ce sujet-là, à commencer par la prise en compte d'un certain nombre de sujets qui jusqu'alors étaient plutôt cantonnés au bon vouloir de certains managers ou de certains office managers. Je pense notamment à la question de la neurodiversité, qui chez nous est extrêmement forte, et qui nous a permis en fait de montrer que oui, en fait, on a vraiment des gens pour qui la lumière est une agression, qui sont très, très, mais vraiment beaucoup moins bons lorsqu'ils sont en communauté, qui communiquent 1000 fois mieux par écrit. Tout ça, on a décidé de le capter et de ne pas traiter ça comme un caprice, parce que ça a longtemps été traité de cette façon, mais de se dire plutôt que c'est une richesse, et de voir dans quelle mesure on peut adapter nos façons de travailler pour les rendre véritablement inclusives et comment on peut exploiter justement le plein potentiel de chacun dans leur diversité. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est très enthousiasmant.
Vous parlez de guerre des talents chez OVH. Vous me disiez en préparant la table ronde qu'il y avait même des talents que vous n'aviez même pas à toucher, en fait, même pas. Comment vous appréhendez cette question-là? Oui, alors on s'en parlait justement avec Kevin juste avant et on a la même problématique, c'est qu'en fonction de l'annonce qu'on va poser, donc encore une fois, on parle du monde de l'IT, si vous ne mettez pas les bons mots, vous n'aurez même pas en fait de réponse à ces candidatures. Donc on a certaines populations qui sont très talentueuses sur lesquelles il y a une exigence concernant le tout télétravail. Si on ne propose pas le tout télétravail directement dans l'annonce, on n'a pas de réponse. En fait. Et ça, c'est très questionnant. Alors moi, je nuancerai dans la mesure où il y a quand même un biais géographique. Il y a certaines localisations où c'est beaucoup plus prononcé qu'ailleurs. Je pense qu'en Europe, on voit un petit peu ce type de comportement apparaître, mais c'est beaucoup plus fréquent en Amérique du Nord. Au Canada et aux États-Unis, on voit ça de manière beaucoup plus courante. Alors, combien de temps ça durera? Est-ce que ce sera pérenne? Là, c'est mon point de vue personnel. Je pense que c'est plutôt une situation temporaire, mais c'est mon point de vue personnel. Ne me croyez pas sur parole et peut-être que je me trompe et j'en suis très désolé si c'est le cas. Mais moi, ça me questionne plus par rapport à cette personnalisation sur le fait que est-ce qu'on peut encore s'inscrire dans une aventure collective? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire dans une entreprise, dans un cadre organisé avec ce type d'attente? Est-ce que finalement, l'attente ultime, ce n'est pas de travailler sur des choses qui sont beaucoup plus proches de l'auto-entrepreneuriat, du freelance, de l'indépendance? Et à quel moment, en fait, l'entreprise peut continuer à composer dans cette dimension collective avec ce type de profil qui arrive sur le marché? Et en quoi nous, on peut apporter une plus-value ou quelque chose de différent, une aventure finalement, si les personnes ne souhaitent pas s'inscrire dans cette aventure, mais qu'elles sont centrées sur autre chose? Et c'est là que je commence à avoir des problèmes mentaux parce que je me pose trop de questions et que je n'ai pas forcément les réponses pour être transparent. Mais merci Jean-François, parce que vous évoquez la partie freelance. Comme de par hasard, on a aussi fait une étude sur le freelancing et le futur du travail. Et en fait, émergent pas mal de nouvelles tendances assez intéressantes de cette population-là, qui est en fait, que nous, on appelle aussi un peu les poissons pilotes du futur du travail, parce que c'est des gens qui ont fait un choix assez différent par rapport au salariat. Et sur les nouvelles aspirations, pour rebondir sur ce que vous disiez, Laura, tout à l'heure, quand on leur demande le choix de mission, il y en a 59% qui nous disent que si les orientations en termes de diversité de l'entreprise et 49% sur la sustainabilité ne correspondent pas à leurs valeurs, ils ne signeront pas. Donc, ils ont ce choix-là, très ancré, 50-60%. Et ce n'est pas très différent en fait, quand on regarde une autre étude qui s'appelle Decoding Global Talent, donc qui est faite auprès de 15 000 salariés dans le monde. Ils ont les mêmes attentes. Donc moi, je suis assez d'accord sur les jeunes, pas les jeunes. En réalité, quand on regarde les statistiques, ça traverse toutes les générations. Et sur les freelances, moi, je trouve que c'est un sujet assez intéressant parce que c'est quelque chose qui se développe très fortement. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de freelancers. Il y a eu une croissance à l'échelle européenne qui est assez extraordinaire. 90% des freelancers le font par choix. Donc, ce n'est pas des gens qui deviennent freelancers parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils font le choix de le faire. Ils ont en moyenne 9 ans d'expérience professionnelle. Donc, ce n'est pas des gens qui n'ont pas trouvé de travail. C'est des anciens salariés. Et ils sont 70% à vouloir le rester, à ne pas vouloir changer de statut. Alors que quand vous posez la question aux digital talent, ils sont 70% à digital talent qui sont en entreprise. Ils sont 70% à vouloir changer d'entreprise dans les 2-3 prochaines années. Parce qu'il y a cette notion de diversité, cette notion de changement, cette notion de choix. Donc, je pense qu'en termes de nouvelles attentes, on a en effet cette notion d'indépendance, cette notion de choix, cette notion de flexibilité et aussi de choisir ses contenus, de pouvoir en changer. Et donc, je pense qu'en termes aussi de proposition de valeur employeur, au-delà de tous les packages, etc., c'est comment on arrive à diversifier les missions des gens. En tout cas, sur ces talents-là, c'est quelque chose qu'on voit de façon assez forte émerger. Je pourrais vous faire passer à l'association l'étude Malte BCG qui est sortie pour la 2e année il y a 5 mois. Pardon. Allez-y. Est-ce qu'on sait mesurer aujourd'hui combien de freelances sont simultanément salariés d'une entreprise ou pas? Moi, non. Je ne sais pas le dire. Là, l'étude porte sur les gens qui sont freelance à plus de 50% de leur temps. Donc, c'est des chiffres des gens qui sont freelancers la majorité de leur temps. Laurence, quelques mots sur les aspirations. Alors, mais je voudrais quand même répondre à ce sujet qui est très important, qui concerne le futur du travail et les travailleurs des plateformes au niveau international. Moi, je travaille au niveau de l'ISO dans une commission qui s'appelle ISO-TC 260, Management des ressources humaines. Et la Chine a poussé un sujet il y a quelques temps sur les gig workers, les travailleurs des plateformes.
Alors, vous allez me dire, je ne parle pas de celui qui a IT super, qui se fait payer cher. On parle de celui qui demain va être l'esclave des temps modernes. Il y a quand même eu pas mal de requalifications déjà et des règlements au niveau européen, mais les plateformes n'ont pas de frontières. Et donc, on est en train de regarder comment donner des règles parce que nous, les DRH, nous sommes des utilisateurs dès l'instant qu'on accepte de rembourser un Uber. Voilà, on rentre, on met le doigt à l'intérieur et combien de collègues maintenant disent avec la pénurie des emplois, on pourrait essayer d'autres formes d'emploi. Et quand vous mettez le doigt dans l'engrenage, eh bien, vous avez une responsabilité au niveau RSE. Donc ça, c'est très important et je pense que c'est un des sujets de demain. Nous, au niveau international, on ne travaille pas sur les salariés. Vous savez qu'en France, on est hyper… Là, j'ai encore un sujet très cadré parce que nous, dans les activités d'AFNOR, on a plus de 1500 auditeurs qui travaillent pour nous, donc avec différents types de statuts, mais je ne peux pas m'en occuper parce que si je m'en occupe, on a des risques de requalification. Donc, le droit français est très particulier. Cela étant, nous, au niveau international, on travaille déjà sur le workforce. Si on le traduit en français, c'est main-d'œuvre, mais en réalité, c'est les différentes formes d'emploi. Et c'est très important parce que si vous prenez soin que des salariés, pas de vos prestataires, de tous les contributeurs, vous ne connaissez pas la force de travail de votre organisation. Et ça, dans le futur, si nous, en tant que DRH, nous ne pouvons pas nous positionner sur ce champ, nous serons affaiblis avec ces nouvelles formes d'emploi. Après, j'apprécie beaucoup ce que disait Jean-François aussi par rapport à la temporalité. Aujourd'hui, on vit un monde différent. Alors, je ne parle pas d'IT parce que vous aurez toujours une concurrence tant qu'on n'aura pas formé suffisamment de jeunes demain dans le sujet, ou de moins jeunes d'ailleurs. Mais c'est vrai que cette pénurie nous conduit effectivement à un renversement de tendance. Voilà, ça c'est une réalité. Est-ce que ça va continuer? C'est autre chose. Est-ce que le télétravail continuera? De toute façon, il sera installé dans le paysage, mais il évoluera inévitablement. Et moi, je lis beaucoup sur l'individualisation. Voilà, nous prenons soin de tout le monde, des vulnérabilités, des aidants, etc. Mais nous sommes là pour créer un collectif de travail. La synergie, c'est ça, 1 + 1 = 3. Si on est une somme d'individus, ben, au départ, et vous parliez de la sérendipité, les études montrent au départ, quand on est en télétravail, tout le monde augmente sa productivité, on l'a vu. Et puis après, vous n'êtes plus oxygéné et vous allez avoir une productivité qui diminue. Alors après, on va me citer tous les exemples de personnes différentes, mais en réalité, il y a un bon nombre d'études qui le montrent. Et vous le voyez aussi au niveau des associations, nous, au niveau de la NDRH, on le voit. Bon, je ne sais pas combien vous êtes habituellement, mais on voit que les personnes n'arrivent plus à sortir de chez elles le soir. C'est-à-dire que maintenant qu'elles sont en télétravail, sortir le soir, ben non. Alors que quand on est au travail, on est dans une lignée. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin de reprendre un collectif de travail, ce qui fait que dans 1 an ou 2 ans, enfin, mon DG dit qu'en octobre, il y a un nouveau forme du Covid qui va arriver et donc ça risque de changer. Mais d'ici là, voilà, on a les choses, on a une vie qui n'est pas encore retournée. On parle de nouvelle normalité. Les choses vont changer, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans cette nouvelle normalité. Nous sommes encore en transition. On est en train de mettre les cadres pour demain. Voilà, donc il faut prêter attention parce que pour se projeter dans le futur, il va falloir attendre 1 an au moins pour être sûr que cette crise est derrière nous parce que ça va vraiment beaucoup changer les lignes. Voilà un petit peu. Merci beaucoup. Bon, l'heure tourne, on va essayer de garder un petit peu de temps pour les questions. Je vais demander à chacun de nous donner un petit point de conclusion sur les échanges qui viennent de se dérouler. C'est un peu la colle. Oui, Laurent, c'est déjà fait. Oui, Kevin. Arbitrairement, merci du cadeau. Vous n'avez pas tout évoqué ce qu'on avait parlé. Oh bah. Je peux démarrer si vous voulez qu'on reprenne dans le sens. Comme tu voulais, Kevin. Non, je voulais revenir sur le titre de la conférence parce qu'on avait les pratiques pour les bonnes pratiques pour les managers. En tout cas, on l'avait évoqué rapidement, mais en tout cas, dans les chiffres de l'étude, c'est vraiment sur les managers où ça s'est ressenti. C'est-à-dire que tous ces sujets-là, tout ce qu'on a évoqué, in fine, il y a une gestion de proximité. Et cette gestion de proximité, elle est en effet encadrée par les métiers des ressources humaines, c'est fondamental. Mais au quotidien, la personne qui va être confrontée à c'est quand, c'est comment, c'est pourquoi, et moi ceci, et moi cela, comment j'organise le travail pour que l'efficacité atteindre les objectifs, c'est le manager de proximité, ce qu'on appelle chez nous au BCG les frontline leaders, vraiment les leaders de la première ligne, c'est-à-dire ceux qui ont les équipes et qui sont dans la partie production, qu'elles soient intellectuelles ou manufacturières. Et l'idée, c'est 93% des répondants, ils nous disent que ça a fait évoluer le rôle, donc les attentes ne sont plus les mêmes. Comme le disait Laurence, on a une remontée de la délégation et du contrôle, on a une remontée de comment j'organise le travail. Il y a des choses qui ont baissé, par exemple, comme donner des objectifs clairs.
qui étaient remontés très fortement en 2020 pendant le Covid et qui sont redescendus en 2022, parce qu'en fait, on revient sur une notion aussi de « je vais encadrer et contrôler le travail en étant en proximité ». C'est-à-dire que la distance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que le Zoom, le Team, c'est aussi une nouvelle forme de contrôle avec les check-in, avec les check-out le matin, le midi, le soir. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on est chez soi, qu'on est tranquille. Et pour le manager, ça devient aussi une charge très lourde. C'est un rôle qui est bouleversé et les DRH, en tout cas, sont très conscients dans l'étude. Ils sont 70% à nous dire que c'est le rôle qu'ils vont devoir accompagner, notamment parce qu'ils sont confrontés à des problématiques auxquelles ils n'ont pas les réponses tout seuls, mais aussi parce qu'il y a une certaine fatigue. Je pense qu'il y aura des illustrations plus pertinentes que moi là-dessus. Mais la fatigue du manager de devoir gérer à la fois la production, la création de valeur, mais également toutes les problématiques personnelles qui sont rentrées dans la sphère professionnelle, crée une fatigue aussi émotionnelle. Ce sera ma conclusion. Vous avez eu quelques secondes de réflexion, Laura? Très bien. Je crois que je vais revenir aussi sur les managers, puisqu'ils étaient dans le titre de la conférence et que finalement, on est passé assez rapidement dessus. Et je vais le rattacher à une notion qui m'est très chère, que j'appelle la communication authentique. Je dis « je », mais ce n'est pas moi qui l'ai inventée, évidemment, qui est... en fait, c'est pour moi la notion qui devrait rassembler RH et managers et qui, pour moi, peut solutionner beaucoup de choses. La communication authentique, c'est se débarrasser à la fois de l'aspect très marketing, parfois, qu'on a dans les entreprises, de façon de dire les choses, aller vers quelque chose de très vrai et se préparer, se former, s'entraider les uns les autres pour aller vers quelque chose de beaucoup plus vrai. Et quand je dis quelque chose de beaucoup plus vrai, c'est pouvoir dire dans quel état on est et de quoi on a besoin. Et du coup, ça fait le lien avec les RH parce qu'évidemment, les managers, ils ne sont pas forcément préparés à écouter les états émotionnels des uns et des autres et à recueillir leurs besoins et à le partager en interne. Les RH ne sont pas forcément prêts à appuyer les managers pour qu'ils puissent faire ça. Et pourtant, je pense que quand on arrivera à avoir cette maturité dans la communication au sein des entreprises, quelque chose de très vrai et de très simple, on ira beaucoup plus vite et on passera dans ce que j'appellerais une relation adulte en entreprise. Je reprends le mot de caprice qui m'a vachement marqué. Oui, il y a un petit côté entre il faut donner des directives parce que sinon, ce n'est pas le travail et puis ils vont faire des caprices. Et en même temps, c'est quand même une entreprise, on est quand même là pour travailler, pour produire de la valeur et au fond, parce qu'on attend tous d'être payés à la fin du mois. Et je crois que l'entre-deux, c'est quelque chose d'adulte, de très simple, où on peut dire comment on se sent, de quoi on a besoin, être entendu par des personnes préparées. Et pour moi, c'est un peu ça le futur du travail. C'est bon. C'est bon, vous êtes prêts? Ok. Bon, très rapidement, sur en gros les grands axes et c'est marrant parce qu'on voit qu'il y a quand même des points de convergence et puis des nuances, évidemment, et c'est normal, c'est quelque chose que je constate à chaque fois que j'ai l'occasion d'aller discuter. Je m'étais ému tout à l'heure de certaines disons, prises de position rétrogrades, j'ose le mot, que j'ai pu entendre lors du congrès RH de la part de certaines personnes qui sont censées incarner cette fibre humaine. C'était pas la NDRH, clairement. Non, vous avez raison. Mais en tout cas, de prise de position, je cite une DRH d'un grand groupe français qui dit très tranquillement la seule chose que j'attends, c'est qu'il y ait une bonne vieille récession pour amener tout le monde au travail. Pas au bureau, au travail. C'est pour vous dire le niveau de confiance qui est mis dans le... Donc moi, ça, c'est des choses clairement vous parliez d'infantilisation. Pour moi, on est complètement là-dedans et on est dans le total complexe de Dieu. Donc clairement, le premier niveau d'intervention, c'est ça. Repenser la subordination et le complexe de Dieu qui l'accompagne et tâcher, et alors je sais que je suis probablement utopiste, mais tâcher de le plus possible garder la sécurité du salariat, tout en switchant progressivement vers la liberté offerte par l'entrepreneuriat. C'est clairement ce qu'on essaie de faire. Alors, je sais bien que ça propose des équations insolubles, mais en tout cas, je crois que c'est la promesse employeur vers laquelle on cherche à aller et qui nous permettra d'être attractifs et surtout intéressants pour nos nouvelles générations. Deuxièmement, j'explore en ce moment la notion de transparence radicale qui me plaît beaucoup et qui est... porté par la startup Alan que vous connaissez sûrement, et alors qui a tout un manifeste de gestion qui est très intéressant. Et parmi leurs principes de gestion, il y a cette idée de transparence radicale. Tout le monde sait tout, surtout tout le temps. Il y a une traçabilité totale
de toutes les discussions, de toutes les prises de décision. Tout le monde connaît le salaire de chacun, donc il n'y a plus besoin de faire des rumeurs sur le sujet. Tout le monde connaît le processus de décision, de validation, de promotion. Je ne dis pas que c'est souhaitable, mais ça m'intéresse, parce qu'il y a une vraie vertu à explorer cette notion de manière radicale, justement. Et pour voir ce que ça produit, ça a l'air de plutôt bien leur réussir. Ils ont une attraction phénoménale et surtout un taux de rétention absolument incomparable. Troisièmement, acceptons le YOLO. You only live once. Ça nous est dit systématiquement en fait en entretien maintenant. Et ce que ça veut dire, ce que ça décrit, c'est que c'est notre responsabilité en fait d'employeur, plutôt que de prescrire des rythmes, des règles, des obligations. Faut venir 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il faut venir 3 jours. Vous avez super bien travaillé pendant la période. Écoutez bien, hein, je parlais de communication authentique tout à l'heure. Je vais vous donner un petit exemple qui est très drôle. Discours de RH classique. Vous avez vachement bien travaillé pendant la période Covid. Vous avez surperformé. Vous avez été hyper efficace, etc. On vous fait confiance à fond. Conclusion, revenez 3 jours au bureau. Il n'y a pas un truc qui cloche là? Donc, clairement, c'est cette incohérence en fait, et cette infantilisation que je remets en cause. Et l'idée, c'est encore une fois, plutôt que de le faire de manière arbitraire, top-down et de manière extrêmement musclée, place à la concertation et surtout place à l'incitation. Transformons nos bureaux de sorte qu'y venir soit une évidence plutôt qu'une prescription. Mettons en place les conditions selon lesquelles on se dise oui, clairement, il faut que j'aille au bureau parce que je vais passer une super journée. C'est ça le YOLO. C'est cette idée de se dire qu'on va y passer des expériences inoubliables. Et si on arrive à faire ça, je pense qu'on sera très, très bon. Donc, voilà les quelques grands principes que je voulais communiquer. Alors, je sais que ça donnera un débat et c'est pour ça que je les ai présentés de cette façon. Jean-François? Oui, alors c'est riche. Il y a beaucoup d'idées qui me viennent en tête. Une réussite, en tout cas, je pense, qui est un acquis pour une bonne partie des entreprises. En tout cas, je le vois dans la tech et je pense que ça va se diffuser un peu partout. C'est qu'effectivement, dans les postures managériales, on est obligé de basculer dans un mode différent et la confiance devient un fonctionnement qui est beaucoup plus évident et beaucoup plus naturel parce que tout simplement, on ne peut pas tout contrôler à distance, donc il y a un lâcher-prise qui est nécessaire. Donc, un accompagnement des fonctions managériales est vraiment évident pour faire cette bascule. Pour certains, c'est très facile. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile. Il y a aussi un deuxième point, c'est que pour les fonctions RH, c'est toujours facile, je trouve, de renvoyer la balle vers le manager. Et très souvent, en fait, le manager, il est responsable d'à peu près tout. C'est le biais, en tout cas RH, que de se dire que le manager doit penser à ceci, le manager doit penser à cela. En fait, moi, ça me fait surtout penser qu'on est en train de construire des fonctions de manager héros. Mais ça n'existe pas, en fait. Et c'est juste impossible. Et la fatigue mentale que peuvent avoir les managers, elle est souvent, entre guillemets, un peu de notre faute, je pense, côté RH, parce qu'on attend peut-être trop parfois de nos fonctions managériales. Et je pense qu'on doit se remettre aussi en cause, nous, fonctions RH, qu'est-ce qu'on apporte, comment on aide nos managers, comment on clarifie effectivement l'attendu de leur rôle et ce qui relève, nous, de nos fonctions RH et comment on les aide. Je pense que c'est une des clés pour l'avenir, pour se réinventer. Le dernier point là-dessus qui me paraît intéressant, c'est que l'avenir, on ne le connaît quand même pas. Et c'est une période qui est quand même assez grisante parce qu'on peut inventer beaucoup de choses et peut-être qu'il faut accepter de tenter de faire des expériences, de se louper parfois. En tech, dans le monde de la tech, on fait des POC, on tente, parfois on réussit, parfois ça ne marche pas. Et je pense qu'il faut accepter toujours en faisant les choses de manière bienveillante et d'expérimenter. Puis si ça marche, tant mieux, mais si ça ne marche pas, on corrigera. On est sur un chemin à faire ensemble et ça peut nous aider justement à trouver le bon fonctionnement pour demain. Réagir, Laurence, sur les managers? Je vous ai entendu tiquer. Non, c'est-à-dire on ne peut pas généraliser. Chaque entreprise, en fonction de son DRH, gère différemment. Mais c'est une population, en tout cas, que je suis avec attention, que ce soit à la formation. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on a une désaffection du poste de manager. Il y a quelques années, vous aviez des postes ouverts, vous aviez une queue file indienne pour espérer. Maintenant, on en a même qui sont partis pour avoir d'autres fonctions. C'est-à-dire qu'on valorise maintenant autant la filière expertise que la filière management, mais il y a une vraie désaffection
parce que être manager, ça demande du courage. Et puis, ça demande aussi une DRH, une direction des ressources humaines courageuse. Hein, ça, je le dis bien, parce qu'on dit qu'on doit changer, mais si vous voulez avoir des managers et que ça tourne, il faut avoir des DRH courageux qui vous suivent, hein, parce que beaucoup abandonnent les managers, qui se retrouvent bien isolés. Donc, il faut qu'on soit là et surtout qu'on les monte tout le temps en compétences. Et nous, on a des programmes d'accompagnement et on ne les laisse pas en fonction si jamais ils ne tiennent pas leur poste et s'ils ont envie de changer. Voilà, ça c'est important parce que si le manager n'est pas bien, bien l'équipe ne sera pas bien. Donc, on a vraiment un rôle important à jouer. Ça devient la pierre angulaire de demain, mais on a toute notre place à tenir. Hein. Seulement 13% des collaborateurs, quand on leur demande s'ils veulent devenir manager, il y a seulement 13% qui disent oui. C'est une étude qu'on a qui est assez parlante. Avant de passer aux questions, on va passer aux résultats du sondage Twitter qui doit s'afficher normalement. Sinon, on passe aux questions. Ouais, parce que là, c'est vraiment... Il nous reste peu de temps. Allez. On va prendre les questions de la salle. Le premier, c'est toujours le plus difficile, mais il y en a bien un qui va se lancer quand même. Allez. Attendez, bougez pas, j'arrive. On ne vous entend pas. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je me présente, donc Nathalie Vierne, directrice associée d'un cabinet qui s'appelle Version Originale. Donc, merci pour la richesse des regards croisés, appuyés avec de l'expérience, des chiffres et puis même des évolutions et des interrogations. Oui, le manager qui est évidemment une pierre angulaire pour demain. Juste, du coup, je m'adresse aux RH qui accompagnent ces managers aujourd'hui. De quoi ils ont besoin pour l'évolution de ce métier, de cette posture, de ce modèle qui n'arrête pas d'évoluer? Je vais peut-être commencer. Le plus dur, et vous l'avez entendu, c'est l'hybridation du travail. Parce que c'est très dur finalement d'avoir des collaborateurs sur site et d'autres en dehors du site. Ça demande, en fait, en réalité, c'était beaucoup plus facile quand tout le monde était à distance ou tout le monde sur site. L'hybridation est beaucoup plus compliquée. C'est la même chose pour les réunions que nous menons, que ce soit au niveau français ou au niveau international. Ça demande en fait de nouvelles compétences. Ça demande également de développer, alors, et ça, c'est compliqué parce que ça demande un développement personnel. Comment est-ce que vous faites quand vous avez eu l'habitude d'avoir votre petit monde que vous supervisiez, que vous pouviez regarder et de faire confiance, d'être empathique, bienveillant, tout en gardant le cadre parce que vous avez des objectifs. Donc, en cela, il y aura un renouvellement dans le management et ça changera dans le futur. Les critères ne seront plus les mêmes dans le recrutement. Ça doit être à la fois un chef d'orchestre et en même temps quelqu'un de courageux qui pourra organiser. Donc, on aura du renouvellement et on le voit bien, certains critères dans les évaluations vont évoluer dans les prochaines années par rapport à l'évolution du management pour répondre finalement à cette évolution. Merci. Alors ça c'était plutôt clair. C'est comment justement vous les accompagnez dans ce développement? Quelles sont les formations d'hier qui ne sont plus les formations de demain et celles qu'il est important qu'on puisse apporter, proposer, créer? Oui, alors je peux rebondir sur cette partie pour ce qu'on a proposé à nos managers. Depuis plusieurs mois, on leur propose un guide des bonnes pratiques du bureau. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, hein, qu'est-ce qu'on fait mieux au bureau, qu'est-ce qu'on fait mieux à distance, et finalement, profitons du meilleur des deux mondes avec l'hybridation, mais soyons clairs sur ce qu'on veut faire ensemble en équipe quand on se voit au bureau, et qu'est-ce qu'on préfère faire quand on est peut-être plus isolé à distance. Donc, clarifier et avoir un deal dans l'équipe sur la manière de fonctionner. Ça, c'est quelque chose qu'on leur a incité à mettre en place dans chacune de nos équipes. Et puis, on a également réalisé des formations liées spécifiquement aux risques psychosociaux. Comment on détecte les signaux faibles, comment on fait en sorte de capter que quelqu'un prend de la distance ou s'éloigne et comment on peut réagir par rapport à ça. Donc, ça, on a mis l'accent sur cette dimension-là et le risque d'isolement, effectivement, il est beaucoup plus fort quand on est à distance. C'est une des raisons pour lesquelles nous, effectivement, on ne souhaite pas partir sur du full télétravail, parce qu'on pense que l'hybridation nous permet quand même de garder un pied et un contact. Et donc, profiter également de ces moments où on est au bureau. Comment faire en tant que manager pour renforcer
l'esprit d'équipe, le sentiment d'appartenance, prendre du plaisir ensemble, le fait de reconnaître que les temps informels qu'on passe à la machine à café, toutes ces discussions finalement où on parle de soi, où on s'ouvre, ça permet également de mieux travailler demain parce qu'on se connaît mieux. Ça, on essaie d'inciter nos managers à aller dans ce sens-là, en fait. Merci. Je me permets de compléter du coup du point de vue de la formatrice qui se retrouve en salle avec les managers. Ce que je recueille souvent comme besoin, le tout premier, c'est qu'on reconnaisse que leur métier, c'est manager. Et ça n'a pas bougé avant, après la crise, c'est la même chose. Être manager, c'est un métier. Et donc, on ne peut pas être manager parce que sinon, on n'a pas le temps de faire ce travail, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Champagne pour cette idée. Ce qu'on me demande systématiquement, alors avant, il y avait beaucoup de commandes, management et leadership, et là, on est de plus en plus, même quand c'est la commande de départ, le groupe pousse systématiquement pour qu'on leur parle de comment je gère, je radote, hein, les personnes, les situations et les situations émotionnelles fortes. Je ne parle pas des RPS, où là, c'est des formations à part, mais c'est comment je gère quelqu'un dans mon équipe qui arrive dans un état émotionnel fort. Comment je gère deux personnes qui, de plus en plus, ne s'entendent pas, entrent en conflit. Et c'est exacerbé, évidemment, par le fait que quand on travaille de chez soi, le flou qui existe, qui préexiste entre qui je suis, ce qui est privé et ce qui est professionnel, en fait, ça devient un énorme sac. C'est difficile de faire le tri. Et donc, de plus en plus, la question, c'est comment je gère ça. Et finalement, ça occupe 70% des formations management aujourd'hui. J'allais compléter sur un dernier point, c'est qu'on essaie aussi au travers du partage d'expériences de leur permettre d'échanger sur les bonnes pratiques, sur qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas bien. Et ça aide beaucoup. Et nous, on a eu beaucoup de retours sur, par exemple, les visioconférences, est-ce qu'on allume la caméra, comment ça se passe effectivement quand dans une équipe, toutes les réunions sont avec des caméras fermées alors que les outils le permettent. Comment on réagit par rapport à ça. Ça, on a plutôt orienté nos managers sur l'échange, sur la discussion avec les collaborateurs, sur l'impact que ça peut avoir quand on est speaker et qu'on n'a aucun retour sur comment le message qu'on délivre est reçu par son audience pour faire gagner l'ensemble des collaborateurs en maturité et libérer du coup le manager sur finalement un rôle coercitif en disant vous allumez tous vos caméras ou avoir ce genre de prise de décision. On préfère que ce soit la maturité du collectif qui tranche ça, en fait. Donc, finalement, essayer de libérer les managers sur la prise de décision. Toutes les décisions ne sont pas forcément prises par le manager. Il y a une bonne partie qui peut être prise par le collectif en bonne intelligence. Pour compléter, mais ça va vraiment dans le sens de ce qui a été dit jusqu'à présent. Pareil, nous, on a vraiment fait le pari de la concertation. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cherché à outiller en fait, les managers pour que ces discussions puissent avoir lieu avec des guides de workshop justement pour faciliter cette discussion. On avait toujours des RH dans les salles à disposition pour les managers s'ils le souhaitaient. Et donc là aussi, on voit que le rôle du manager évolue, mais celui du RH aussi, vraiment vers du développement organisationnel, très clairement. De notre côté, ça ne vous surprendra pas, on a aussi toute une veille technologique qui est là pour dépasser les inconvénients, les freins qui existent aujourd'hui dans un monde hybride qui est franchement pas marrant. Faire une réunion, on a la moitié des employés sur site et la moitié des employés chez eux, c'est nul, c'est clair, c'est pas souhaitable. Donc clairement, nous, on investit du temps, de l'énergie pour créer des expériences digitales qui valent le coup. Et donc clairement, par exemple, aujourd'hui, nous, on essaie de répondre à cette question par le métaverse. C'est-à-dire aller créer des expériences digitales pour de vrai, dans lequel on crée un bureau digital et dans lequel on va pouvoir reconstituer de la sérendipité. Alors, je ne dis pas que c'est complètement souhaitable, je ne sais pas ce qui va se passer, mais nous aussi, on est dans la tech, on fait test and learn et on essaie. Et troisièmement, on a été bien aidé par notre modèle basé sur les activités qui limite de fait l'hybride. Puisque si vous ne prescrivez pas le temps, mais les activités, et que vous dites qu'une activité d'onboarding, de formation, d'alignement créatif sur la direction artistique d'un jeu. C'est des activités dont on considère qu'elles sont plus efficaces sur site qu'à distance. Là, du coup, elles ne se font pas à distance, ni en hybride. Donc, ça limite fortement le problème. Et c'est comme ça en fait, qu'on a essayé d'accompagner les managers en complément de tout ce qui a été dit jusqu'à présent, évidemment, un programme de formation, etc. Merci pour… un petit dernier, non? C'est pas ça?
Non. Merci pour les réponses très complètes des uns et des autres. On peut passer le micro derrière. Bonjour et merci pour cette présentation très intéressante. J'avais une question sur la personnalisation. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais vous aviez dit, c'est Karim, vous avez dit que vous étiez OK si quelqu'un disait je ne suis pas du matin, j'arrive à 11h30. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que vous répondez à ces collègues qui n'ont pas de réponse à leurs questions, qui n'ont pas de support de 8h à 11h30 du matin? Qu'ils apprennent à vivre sans et à travailler en asynchrone. Parce qu'on est précisément en fait dans une transformation. Alors je sais que je parlais de radicalité tout à l'heure. Une des transformations en fait qu'on est en train d'opérer, c'est très précisément. Je vais reformuler. Non, mais je maintiens. Je vais même aller plus loin. Une des grandes forces négatives qui pèsent sur le travail, c'est la notion d'astreinte. C'est cette idée selon laquelle on doit se rendre disponible dans un temps donné et dans un lieu donné pour l'exercice du travail. On a des tonnes de témoignages de gens dans la période pré-Covid qui disaient que ce qui leur faisait le plus pression, c'était cette pression au présentéisme qui consistait à dire que malgré le fait qu'ils aient terminé leur travail, mettons à 16h, ils se sentaient obligés de rester de 16h à 18h30 ou 19h au cas où. Il en est de même pour les horaires de travail. Cette culture du au cas où, elle est catastrophique du point de vue du bien-être au travail, elle est catastrophique du point de vue de l'autonomie. Et donc, précisément, il y a des solutions, il y a des palliatifs aujourd'hui. Et un de ces palliatifs, c'est précisément l'investissement dans le travail asynchrone et la culture de l'écrit. Je ne dis pas que tout doit être comme ça, bien entendu, mais quand on investit là-dedans, on se rend compte que déjà, le travail documenté, il est beaucoup plus légitime. Et surtout, on apprend en fait, à être un petit peu plus patient et à mieux solliciter les occasions de discussion qu'on a pour justement solutionner ces problèmes. Ça demande un peu d'organisation, j'en conviens, mais ça permet justement de switcher vers quelque chose d'autre que cette culture de l'astreinte. Alors, on va dire qu'on n'a pas tous les mêmes populations et qu'il y a des personnes qui ont besoin des règles dans leur vie pour pouvoir vivre. Et c'est la raison pour laquelle, moi, le télétravail est impossible pour ceux qui sont en hyperconnexion, en hypoconnexion. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour les protéger. Parce que le risque avec ce système asynchrone, c'est qu'il y en ait qui soient toujours connectés. Je rappelle qu'en France, on a quand même le droit à la déconnexion. Ça, c'est excessivement important et on doit veiller parfois et protéger les personnes contre elles-mêmes. Par exemple, en Allemagne, j'ai beaucoup de collègues où tout est coupé à une partir d'une certaine heure. Alors, ce n'est pas forcément ce qui est souhaité, mais en fait, il ne faut pas croire que chacun est suffisamment responsable pour s'auto-limiter. J'ai trop vu de jeunes dans des startups qui avaient déjà le cerveau grillé à 25 ans et qui avaient fait des burn-out. Parce qu'en fait, ils s'étaient lancés dans le travail. L'autonomie dans le travail, c'est bien, mais toutes les personnes n'ont pas une maturité suffisante pour s'autogérer. Donc, il faut trouver le juste milieu, mais penser que chacun est suffisamment autonome et responsable pour s'autogérer, c'est faux. Et nous, en tant que DRH, on a des responsabilités pour veiller sur la santé. Je rappelle que la santé, la définition de l'OMS, c'est la santé physique, mentale et sociale et ne consiste pas seulement à l'absence de maladie. Donc, il faut vraiment prêter attention donc, en fonction des populations que l'on a et parfois, on doit protéger les personnes contre elles. C'est la raison pour laquelle, dans les chartes de droit à la déconnexion, nous devons faire des contrôles réguliers pour vérifier que les personnes, alors vous allez me dire, il y en a qui bypassent, ils envoient tous leurs mails à 8h du matin et qui programment, mais si un jour il arrive quelque chose et que vous le saviez, vous avez votre responsabilité d'employeur qui est engagée et ça coûte très, très cher. Je fais une mini-incursion, pardon. Je ne sais pas si je souscris complètement et si je vais aussi loin que toi, probablement pas. Mais ce que je trouve intéressant, c'est dans la phrase provoque « débrouillez-vous sans ». Je trouve qu'en tout cas, la question que ça pose, pour moi, c'est une question pure RH. Souvent, je dis, si vous avez une personne dans votre entreprise qui est irremplaçable, c'est que les RH n'ont pas fait leur travail parce qu'on doit préparer justement le risque du départ. Mais c'est vrai, même si ce n'est pas un départ définitif de l'entreprise, si c'est une personne malade, absente, qui ne s'est pas réveillée, qui a eu une panne de réveil ou qui n'est pas du matin et n'avait pas envie de bosser avant 11h, il y a quelque chose à réfléchir. Je ne dis pas que j'ai la solution, mais de comment on fait pour que la compétence reste dans l'entreprise, même si la personne qui a la compétence n'est pas là. Et voilà. Après, est-ce qu'il faut laisser les gens dormir jusqu'à 15h tous les jours? Ça, je ne sais pas.
En fait, vous avez des IT-man. Hein. Nous, on a déjà donné des sanctions disciplinaires à des IT-man qui n'arrivaient pas d'ailleurs à s'enlever de certains jeux la nuit et qui finalement étaient des zombies la journée. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut aussi prêter attention. Mais je sais bien que vous provoquez pour essayer de nous faire aller plus loin. Une autre question. Oui, non, déjà, je voulais vous remercier. C'était très intéressant. Ce n'est pas toujours le cas des événements. Donc, merci beaucoup. Et voilà, je le dis, je venais un peu là en me disant, bon, est-ce que je vais continuer à aller à des événements? Mais là, vraiment, c'était intéressant. Parce que vous avez des partis pris, des convictions et que vous les exprimez et vous nous donnez aussi du benchmark sur d'autres boîtes. Et voilà, c'est très intéressant. Premièrement. Deuxièmement, vraiment, l'aspect de transparence, ça me fait réagir. Je n'avais pas entendu parler de cette startup. Je trouve ça extrêmement intéressant d'aller au bout d'une démarche. En même temps, moi, mon métier, suite au CELSA, je me suis formée à l'approche systémique. Et en fait, dans mon monde, dans ma vision du monde, essayer de tout contrôler ou essayer d'être dans la totale transparence, c'est la même chose en fait. C'est impossible des deux côtés. Donc, si je devais accompagner cette boîte, je lui dirais qu'est-ce que vous ne dites pas en disant tout. Et voilà. C'est juste pour dire que c'est un élan, un espoir ou en tout cas une aspiration, mais je pense que ça peut créer beaucoup aussi de difficultés. Mais en tout cas, laissons-la expérimenter et voyons comment ça avance. C'est tout à fait le sens. Clairement, je pense que vous avez très bien posé les mots en fait, sur les situations que ça décrit et vous avez bien posé les bornes, à mon avis, de la manière dont il faut concevoir cette notion. Et effectivement, moi, je suis dans la même attente que vous. J'attends de voir ce que ça produit. En bien comme en moins bien. Exactement. Même avec vos expérimentations aussi, c'est très intéressant. Et il y avait plus une remarque, je ne sais pas si vous allez pouvoir réagir, mais quelque chose que j'ai entendu un peu sur les risques psychosociaux et aussi les difficultés psychologiques, c'est... Enfin, ce que j'entends, c'est une vraie différence entre le moment où j'ai commencé à travailler il y a 15-20 ans, où les émotions étaient impossibles dans les entreprises à nommer, où on disait on n'est pas là pour se faire des amis, où on se disait, et ça justifiait plein de comportements souffrants et qui ont amené à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, les burn-out, etc. Et puis aujourd'hui, à presque un autre extrême de pathologisation, d'étiquetage et à l'extrême. Et ça m'a fait penser à un de mes amis qui est diplômé du CELSA aussi et qui aujourd'hui s'est reconverti dans l'enseignement en Angleterre, à Londres, et qui me disait qu'il avait énormément de difficultés à enseigner des classes où chacun avait une excuse parce qu'il avait une pathologie spécifique. Donc, celui qui est hyperactif, qui a le droit de sortir quand il veut, celui qui a le droit d'aller aux toilettes quand il veut parce qu'il a des problèmes, etc. Celui qui est dyslexique, celui qui, etc., etc. Et aussi bien, je trouve ça important d'individualiser, d'accompagner ça et de nommer les émotions et d'être dans oser dire les choses, autant quelque part, je trouve ça un peu inquiétant aussi ce que vous dites. Et voilà, bon, ça me fait réfléchir. Je n'ai pas d'avis, je n'ai pas vraiment de questions. En tout cas, pour vous dire, pour moi, le collectif et pour nous, dans mon groupe, c'est important. Ça fait partie de nos 4 valeurs. Collectif, responsabilité, notamment, qualité, confiance. Et puis, pour revenir à la transparence par rapport à votre start-up, moi, un jour, j'ai ri parce que j'étais à une table ronde comme ça et j'étais avec un type d'une entreprise libérée. Donc, c'était l'ancien directeur commercial qui était devenu le consultant accompagnateur. Donc, en off, on avait plein de panels. Je fais, au fait, il dit non. Alors, il nous explique qu'il n'avait pas, au départ, il n'était pas pour, mais que c'était comme ça. Et je dis quand même, en off, je dis, dites-moi, au niveau de la rémunération, il me dit, ah, bah, c'est la même. Alors, je me suis dit qu'effectivement, si c'était ça, il n'y avait pas beaucoup de changements. En réalité, on ne courait pas de risque, puisque ça veut dire qu'on ne faisait pas une pesée finalement des emplois et de la charge, et que c'était très facile finalement de tourner si la rémunération ne changeait pas. Donc, le modèle était pour moi un peu dévoyé, puisque que j'ai un investissement très fort, que je gère un PNL, où je sois... Bon, j'ai été consultante dans ma vie, hein, donc mais ce n'est pas la même chose d'avoir la pression de l'activité. Nous, on le voit bien, nos directeurs métiers, il y a une très forte dès l'instant qu'on a un PNL à gérer. Donc, dès l'instant qu'on garde la même rémunération et c'est juste ce rôle qui change, ce n'est pas compliqué. Voilà. Je ne sais pas si en revanche, le consultant, lui, avait bien monté sa rémunération pour devenir un directeur commercial. Mais bon, tout ça, c'est important parce que finalement, derrière le modèle, on nous cache plein de choses. Moi, je vais un peu dans votre sens. Oui, mais c'est OK. Enfin, disons que dans le monde de la complexité, voilà, c'est pour être nuancé et pour dire que y a des choses qui cohabitent. Une dernière question. Allez. Bonsoir. L'Obs titre sa une d'aujourd'hui, je cite, « La fin de l'ambition ».
je voulais vous trouver le sous-titre, enquête sur notre nouveau rapport au travail. Et je voulais juste vous demander de réagir sur cette idée de fin d'ambition qui recroise un certain nombre de sujets qu'on a entendu évoquer ce soir. YOLO. C'est aussi simple que ça pour moi. Clairement, c'est tout à fait dans la ligne de ce que j'entends de la part des étudiants que je rencontre, de la part des jeunes diplômés la plupart du temps, je ne dis pas que tous les jeunes diplômés sont comme ça ou que tous les étudiants sont comme ça, je ne fais pas de généralisation, mais il y a une tendance effectivement qui s'accroît sur cette question de l'ambition et de se dire que le travail ne doit plus être la pierre angulaire de sa vie et qu'on peut se réaliser autrement que par le travail, par une multitude d'interventions dans la société, que ce soit une intervention… Je vous en prie. Oui, mais alors, les managers, quid de la fonction des managers dans cette histoire? Ah bah, c'est toute la question. Il n'y a plus de manager, de toute façon, et plus personne ne veut être manager, mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises pour… Je pense simplement pour terminer qu'à mon avis, il y a effectivement une reconfiguration dans le rapport social qu'on entretient au travail et de voir qu'on se réalise probablement davantage par une multitude d'interventions dans plein de sphères différentes, la sphère professionnelle, la sphère sociale, la sphère sportive, la sphère culturelle, et que ça monte vraiment en puissance. C'est plus la petite case hobby en bas du CV, ça devient vraiment constitutif d'un récit de soi qui s'articule autour de ce qu'on a envie de faire et de comment on a envie d'intervenir dans la société, qui décrit que peut-être l'ambition professionnelle juste productive ou transactionnelle, je pense, effectivement baisse, peut-être aussi par une forme de désenchantement du monde du travail mondialisé tel qu'on le voit, qui produit probablement plus de destruction de valeurs sociales que ne produit de valeurs tout court, et ça donne nous questionner sur ce qu'on fait. Donc ça rejoint toutes les questions qui ont été, à mon avis, posées sur le sens, les engagements vertueux, etc. Et effectivement, la posture du manager dans ces conditions-là, ça doit, je pense, nous interroger sur les modèles d'évolution verticaux, par exemple, dans les entreprises. L'ambition, c'est peut-être plus simplement d'aller au top de la boîte, c'est peut-être de découvrir une multitude de métiers et d'avoir une palette d'expériences dans lesquelles on aura mis comme point d'orgue la découverte de l'inconnu plutôt que la réalisation du pouvoir unilatéral et de son exercice, peut-être. Une dernière petite réaction et après on va conclure parce qu'on va être pris par le temps et on va boire un coup. Alors, ce qu'on va dire, c'est que l'on appelle la personne manager, coordinateur, peu importe, il y a toujours un moment nécessité, en tout cas, d'animation. Je rappelle que quand on a eu les problèmes d'Orange à un moment, c'est parce qu'on manquait de managers de proximité et que le meilleur modèle, et malheureusement, c'est les modèles des légions romaines, a un chef pour 10 personnes. Maintenant, ce ne sera plus un chef, ce sera un animateur et on se rend bien compte qu'à un moment donné, on a toujours besoin de quelqu'un pour coordonner. Peu importe son nom, il faut savoir que tout le monde ne peut pas travailler en autonomie. Quand on est dans une structure, on a besoin d'une animation. Après, il ne faut pas l'oublier. Et puis surtout, il faut rappeler que même si je suis contre l'individualisation, je suis pour l'accompagnement. Pour autant, il faut bien se rappeler que chacun est différent et que nous sommes là effectivement pour tirer le meilleur des uns et des autres dans le cadre d'un collectif de travail avec un objectif quand même, qui est celui de la pérennité de nos organisations. Et puis, comme il n'y a pas de performance économique sans performance sociale, eh bien, si nous faisons bien notre travail, elle est là au rendez-vous et c'est le plus important. Mais on est tous différents. Merci beaucoup. Merci à nos speakers. Merci à vous. Vous ne vous êtes pas endormis, apparemment, on vous a bien maintenu en haleine. Et je vous invite à aller partager un verre derrière. Merci.